Bonsoir Cécile Duflot, Bonsoir. directrice générale d'Oxfam France qui publie aujourd'hui son rapport annuel. On va en parler dans quelques instants. D'abord, je vous présente Luc Brisson de la cellule Vrai Faux qui nous a rejoint. Bonsoir. Comme chaque soir à la même heure, Luc, ce soir, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur a été signé ce week-end et il y a une entreprise qui s'est retrouvée, bien malgré elle, au cœur d'une polémique. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, Cécile Duflot, sur les réseaux sociaux. C'est la marque bretonne Enaf. En cause, leur conserve de langue de bœuf qui ne serait pas française, encore moins bretonne, mais qui viendrait d'Amérique du Sud. On a voulu savoir si c'était vrai ou si c'était faux. Alors c'est vrai, hein, tout est parti de ce message d'un internaute qui publie «Le monde est en train de s'effondrer», accompagné d'une photo. Cette photo, c'est une boîte de langue de bœuf au coulis de tomate de la marque bretonne Enaf, accompagnée du label «Produit en Bretagne». Sauf que dans la description du produit, il y a marqué «Nos langues de bœuf proviennent d'Amérique du Sud». Alors forcément, rien ne va plus. La marque Enaf a été obligée de s'expliquer. Je les cite: «Nous achetons 98% de nos viandes en France, sauf nos langues de bœuf que nous achetons en Amérique du Sud depuis leur lancement en 1967. Pourquoi ? Parce que c'est le seul endroit où on trouve la quantité suffisante au calibre souhaité». Donc ça rentre dans la boîte. Et à la fermeté requise pour la manipulation et la stérilisation. Les langues françaises sont trop grosses et trop molles. Voilà, visiblement. Exactement. Si on vous avait dit que vous prononceriez cette phrase sur France Info TV, Luc Voilà, Brisson, on je aura sais pas si vous l'auriez cru. appris quelque chose. La langue de bœuf, c'est vraiment... La langue de bœuf, c'est vraiment la seule exception non française chez Enaf. Alors oui, quasiment. On a du coup parcouru leurs produits. On a aussi relevé la terrine de lapin, où le lapin vient pas de France, mais vient d'autres pays de l'Union européenne. Mais sinon, c'est vrai que les autres produits de la marque Enaf, comme les pâtés ou les rillettes, utilisent de la viande française, que ce soit de la volaille, du bœuf ou du porc. Mais au-delà de ça, si on revient sur la photo qui a été prise par cet internaute, ce qui pose vraiment confusion, finalement, c'est ce fameux label, ce label produit en Bretagne sur une boîte dont le produit de base, finalement, il n'est pas breton. Alors, vous êtes intéressé à ce label d'un peu plus près ? Oui, c'est un label qui valorise des produits ancrés en Bretagne. Mais ancré en Bretagne, ça ne veut pas dire que ça vient de Bretagne. Ça peut être transformé en Bretagne. C'est le cas pour les langues de bœuf Enaf, qui viennent d'Amérique du Sud, mais qui sont ensuite cuisinées en Bretagne. Et il y a d'autres exemples. Le label produit en Bretagne, mais par exemple en avant, les coquilles Saint-Jacques cuisinées à la bretonne de la marque Maréval, qui est une marque bretonne, sauf que quand on regarde, c'est Saint-Jacques. Elles viennent d'Argentine, elles viennent du Royaume-Uni, des îles Féroé, d'Islande, de Norvège, de Russie, du Canada, bref, de partout, sauf de Bretagne. Sauf qu'elles sont ensuite cuisinées en Bretagne, d'où la présence de ce fameux label. Conclusion, regardez bien les étiquettes avec la provenance des produits, même si c'est souvent marqué en tout petit. Merci beaucoup Luc Brisson de la cellule Vrai Faux. Le rendez-vous hebdomadaire le avec samedi toute à l'équipe. midi et le dimanche à 20h pour l'émission complète. Merci Luc et à demain soir. À demain. Cécile Duflot, vous êtes donc la directrice générale d'Oxfam France. Vous publiez le rapport annuel qui s'intéresse en particulier aux milliardaires. On va en parler, mais d'abord l'actualité. C'est le Premier ministre Sébastien Lecornu qui fait part ce soir de ses regrets et de son amertume en annonçant sa décision de recourir finalement au 49.3 pour faire adopter le budget de la France. Nous avons décidé, je dois le dire à titre personnel, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, mais d'engager la responsabilité du gouvernement, ce que je ferai demain sur la partie recette du projet de loi de finances. Alors je le fais avec un regret, déjà parce que j'ai conscience que je suis obligé de revenir sur ma parole, mais en même temps, pour tenir parole, il faudrait que je m'entête. Et pour s'entêter, on finirait par dire que je suis têtu, et je ne veux surtout pas, vous l'avez bien compris, avoir l'ego mal placé et être source de désordre. Est-ce qu'il a bien fait, Sébastien Lecornu ? Est-ce que c'était la moins mauvaise solution ? La moins mauvaise solution, ça veut dire que c'est une mauvaise solution. Ce qui est sûr, c'est qu'au moins, il est assez honnête quand il parle, et ça... J'allais dire que ça repose, voilà, il dit qu'il revient sur sa parole. On a été habitués ces derniers temps à des gens qui faisaient le contraire de ce qu'il disait, tout en disant qu'il faisait ce qu'il disait. Donc là, au moins, il dit, voilà, j'avais donné une parole, je ne vais pas la tenir. Et si je devais la tenir, il aurait fallu que je m'entête. On sait bien qu'on est dans une situation extrêmement bloquée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce budget-là, par rapport à ce qui pourrait être, pour répondre aux enjeux de la France qui sont devant nous et aux possibilités de recettes, vu avec les yeux d'Oxfam, il n'est pas satisfaisant. Est-ce qu'il est mieux que s'il était pire ? Puisque un petit peu la position du Parti socialiste, c'est de dire
on a quand même obtenu des choses. C'est pas le budget de nos rêves. Alors que, par exemple, les LFI ou peut-être les écologistes sont sur la ligne de toute façon, on n'en veut pas. On est dans l'opposition et on ne peut pas soutenir ça. Alors c'est vrai que le vote du budget, c'est quand même un élément très important. C'est celui qui signe, exactement. C'est celui qui signe l'adhésion à la majorité, mais il n'y a pas de majorité. Donc en fait, on est dans une période assez compliquée, tout ça avec des élections municipales, avec quand même le terme du mandat d'Emmanuel Macron qui s'approche. Donc c'est sûr que c'est une situation très, très, très compliquée. Je pense que l'erreur vient du tout début, c'est-à-dire du lendemain des législatives de 2024, où Emmanuel Macron s'est entêté à vouloir faire vivre une majorité qui n'existait plus. Mais on pourrait même revenir au lendemain de son élection. Et pour tout dire, ce qui me semblerait intéressant, puisqu'on a réussi à intéresser les Français au débat budgétaire, c'est qu'on puisse poser les termes du débat. Et c'est pour ça et c'est là qu'est le rôle d'Oxfam, c'est de dire quelles pourraient être les recettes, quelles pourraient être les dépenses, à quoi ça sert le budget de la France, à quoi on doit se préparer. Et vu les circonstances internationales, on se dit aussi qu'on est dans un monde très, très nouveau. Donc, je crois que ça mérite justement qu'on puisse se projeter et se dire qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Parce que s'arrêter à l'immédiateté, c'est pas évident. De la même manière qu'une majorité alternative n'est pas évidente. Donc, on sent bien qu'on est dans une situation bloquée. Le PS a obtenu un certain nombre de mesures, hausse de la prime d'activité, le repas à 1 euro pour tous les étudiants, la hausse des moyens des bailleurs sociaux et du fonds vert, la création de 2000 postes dans l'éducation nationale. Et ces mesures, elles sont financées, en tout cas compensées par la surtaxe sur les grandes entreprises qui va donc être prolongée. C'est un budget de gauche. Non, c'est pas un budget de gauche, mais ça a progressé. Centre-gauche ? Ce qui est sûr et ce qui est intéressant, c'est qu'on se souvient de ce que disait l'ancien Premier ministre. Il disait c'est non négociable, c'est ça ou c'est pas autrement. On voit bien qu'il y a toujours tout un tas de possibilités. Et notamment qu'il y a d'autres possibilités de recettes parce que les Républicains ont aussi obtenu le fait qu'on dégèle le barème de l'impôt sur le revenu. Donc on voit bien en fait que le Premier ministre a fait des compromis, enfin en tout cas a tenté de faire des compromis avec les uns et avec les autres de manière Mais c'est quand même les grandes entreprises qui vont supporter l'essentiel du poids de l'effort collectif. Alors, la question c'est est-ce que notamment les grandes entreprises ont les moyens et ont pu bénéficier de beaucoup d'aides publiques, bénéficient par rapport aux petites entreprises de beaucoup plus d'aides? Oui, c'est une réalité. Donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on avait dit qu'elles ont fait des super profits, notamment dans les mois qui ont suivi la fin de la pandémie du Covid, alors qu'elles avaient été énormément soutenues par la puissance publique et par la solidarité nationale. Ça, c'était la justification l'année dernière. Mais oui, mais du coup, ça semblait logique. On voit bien que c'est tout à fait digérable par ces grandes entreprises et que tout le discours qui consistait à dire que ça n'était pas possible, que rien n'était possible, que ce budget tel qu'il avait été présenté, il était non négociable, était faux. Et le budget, c'est un élément d'appartenance à la majorité, mais aussi qu'est-ce qu'on trace pour aujourd'hui et pour l'avenir. Et le sujet aujourd'hui, c'est celui de notre rapport, c'est celui qui dit la France est un pays dans lequel les inégalités sont en train de s'aggraver. Est-ce qu'on veut répondre à cet enjeu-là ? C'est la bonne question. Et donc, on n'est pas au bout de l'exercice si on voulait avoir un budget qui aille vers davantage de justice sociale. Vous considérez que ce n'est pas l'occasion d'une campagne présidentielle, justement, de faire ça, et que pour l'instant, il n'y a pas d'urgence et que ça aurait lieu le temps venu en 2027 ? Là, on est quand même face à des enjeux qui sont des enjeux importants. Je le dis, le chiffre qu'on a montré, qu'on a sorti dans ce rapport, qui montre que les milliardaires qui étaient milliardaires au moment de l'élection d'Emmanuel Macron en France ont doublé leur fortune depuis son élection. Ils sont 53. Voilà, ils étaient 32. Ceux qui étaient déjà milliardaires en 2017, ils étaient 32 et ils ont doublé leur fortune. Donc on a pris des décisions fiscales qui ont bénéficié aux plus riches des plus riches. Pas du tout aux millionnaires, aux plus riches des plus riches. Donc il faut bien se poser la question de savoir est-ce qu'on continue sur cette pente qui va de pair avec un taux record de pauvreté ou est-ce qu'on arrête ? Et c'est pas obligé d'attendre la prochaine élection présidentielle. Vous faites un lien direct entre l'augmentation de ce nombre de millionnaires, milliardaires, je ne sais plus quoi, et l'augmentation du taux de pauvreté qui n'est pas réel. Parce qu'il y a un économiste... Qui n'est pas réel. Non, globalement, mais est-ce que vous... Il y a un économiste qui fait une tribune dans l'Express et qui explique que vous êtes sur une stratégie du gâteau. C'est en considérant que quand la part du gâteau des riches est plus grande, la part du gâteau des pauvres est plus petite. Alors que lui dit, quand les riches s'enrichissent, c'est parce qu'il y a de la croissance et cette croissance bénéficie à tout le monde. Il cite même des chiffres du Fonds mondial, il s'appelle Rainer Zitelmann, en considérant que en fait, ça profite à tout le monde.
Qu'est-ce que vous répondez sur C'est ça? la bonne vieille théorie du ruissellement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait l'exercice. Il y a 7 ans, 8 ans, 9 ans, on pouvait dire ça ne marche pas. J'aurais été devant vous et je vous aurais dit ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné ailleurs. Mais on n'avait pas vraiment testé. Là, pour le coup, avec Emmanuel Macron et ses choix budgétaires, on a testé grandeur réelle. Donc, on aboutit à une situation qui est un enrichissement très important et on peut l'expliquer. Oui, ça leur bénéficie et non, ça ne redistribue pas. Mais c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil dans certains pays d'Afrique. Je n'étais pas sur la redistribution, j'étais sur le fait de sortir les chiffres de la Banque mondiale sur le niveau de pauvreté disent qu'on est passé en 5 ans de 45,5, ce qui est déjà énorme pour cent, à 50. On est passé de 50 à 45. En gros, le nombre, la pauvreté baisse quand la croissance augmente. Alors, c'est le Fonds mondial international et la Banque mondiale écrivent tous les deux que plus que la croissance, bien plus que la croissance, c'est la lutte contre les inégalités qui permet de faire baisser la pauvreté. Et donc, ce qui est pour le coup, c'est documenté, factuel, ça se voit dans un certain nombre de pays. Et nous, on fait l'exemple inverse. C'est-à-dire que nous, on a fait progresser la richesse des ultra-riches et la pauvreté des pauvres en France simultanément. Parce que vous prenez des décisions qui appauvrissent la redistribution. Et la baisse de la pauvreté, elle se fait à la fois par une redistribution monétaire. On est un des pays les plus redistributifs. Alors ça, par exemple, ça fait aussi partie des légendes. On était... Mais les choses s'arrasent et diminuent petit à petit. On est le pays, soi-disant, le plus redistributif. On a quand même eu l'homme et la femme les plus riches du monde dans notre pays. Si redistributif. Donc, mais c'est pas parce qu'il y a un homme le plus riche du monde dans notre pays que ça veut dire qu'on n'est pas. Mais ça dit quelque chose, parce que quand vous avez... On est dans la symbolique, là. Quand vous avez 53 milliardaires qui possèdent la moitié du patrimoine, qui possèdent le même patrimoine que la moitié des Français, on est dans une situation qui n'était pas du tout la même il y a 10, 20 ou 30 ans. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, et je pense que vous êtes dans le même cas, parce que nous sommes très riches. Pas de très riches, de ultra riches. Quel mot, parce qu'on ne sait pas, personne n'est d'accord sur les chiffres. Parce que le vrai sujet, c'est qu'on a un peu tendance à tout confondre. On confond les riches et souvent... On dit que les gens sont riches. C'est un peu comme quand on est, quand on a 15 ans, on pense que les vieux, c'est à 25 ans. Quand on a 25 ans, les vieux, c'est à 45. Et quand on a 75 ans, les vieux, c'est à 90. Quand on est riche, c'est un peu pareil. On pense toujours que les riches, c'est ceux qui sont un peu au-delà. Si je vous donne 1 euro par seconde, vous êtes millionnaire dans 12 jours. Il faut que je continue pendant 32 ans pour que vous deveniez milliardaire. Donc vous imaginez les multimilliardaires. Il y a un écart très très important entre ce qu'on appelle les riches et les ultra riches. Ces super milliardaires n'existaient pas. Mais ce qui vous gêne, c'est qu'il y ait des ultra riches ou qu'il y ait de plus en plus d'ultra riches, ou juste le fait qu'ils ne payent pas assez d'impôts et qu'ils ne redistribuent pas assez. Ce qui nous gêne, et c'est ce qu'on écrit dans ce rapport cette année, c'est que aujourd'hui ils sont en train de prendre le pouvoir et de prendre le pouvoir à leur profit. Le pouvoir politique ? Le pouvoir politique, ça devient un problème démocratique. C'est-à-dire que le poids que prennent ces super milliardaires, les États-Unis nous sautent au visage, y compris dans le cabinet du président de la République, du président des États-Unis. Mais en France aussi, on voit bien que par le rachat massif d'un certain nombre d'organes de presse, il y a la volonté de pouvoir décider du destin commun. Vous citez Vincent Bolloré en parlant de rachat d'un... Pas que. Monsieur Sterrin, qui d'autre, enfin... Saadé, qui a racheté... on a l'impression qu'on est dans un pays où il y a des hyper milliardaires qui ont absolument pris tout le pouvoir et qui décident tout ce qui les avantage, comme si on était dans une dictature ex-sud-américaine. On ne peut pas exactement résumer la France à ça. Je ne résume pas la France à ça. Quand on regarde le budget... Là, je dis le risque. Aujourd'hui, le budget, il épargne. On a bien vu le débat sur la taxe Zuckman. Et là où vous avez parfaitement raison, Madame Sacric, c'est que notre pays, la France, s'est construit comme république avec l'abolition des privilèges. Ce qui explique d'ailleurs que ce débat extrêmement tendu sur la taxe Zuckman, il a montré, pour le coup, un accord très très large des Français, y compris les électeurs de droite. Vous mettez en garde en disant, attention, en France, cette symbolique qui peut se traduire, pas plus que la symbolique, par un écart de patrimoine ou de revenus aussi importants, n'est pas supportable psychologiquement pour des Français. C'est pas psychologiquement, ça a des impacts très directs sur le financement des services publics. Parce que vos 53 milliardaires encore qu'on les ponctionnerait, ça ne permettrait pas de relever le niveau de vie de tout le monde. Quand même, parce que justement, on est sur des potentiels fiscaux qui sont très importants, à la fois en termes d'absence de revenus. On l'a bien vu, pour le coup, même l'ancien ministre de l'économie a fini par dire ce que tout le monde sait, c'est-à-dire qu'il ne paye pas d'impôt sur le revenu. Vous imaginez cette logique qui fait que dans un pays comme la France, une infirmière paye en proportion... profite d'un certain nombre d'optimisations fiscales sur lesquelles le gouvernement, justement, voulait intervenir. C'est pour ça qu'on parlait de budget. Voilà. Ces dispositifs, ils n'ont pas été mis en place dans ce budget. Ce qu'on appelle
la taxe Zuckman, en fait, c'est juste un plancher fiscal qui dit vous pouvez pas payer moins d'un certain montant parce que c'est injuste à l'égard de l'immense majorité des Français qui payent en proportion de leurs revenus plus d'impôts que les milliardaires. Ça va qui être l'occasion d'une plus grande taxation des revenus. Vous dites également dans votre rapport qu'il faut que les grosses inégalités sont prorogées par la différence, par l'héritage. Exactement. Et que c'est ce à quoi il faut s'attaquer. En quoi, par exemple, sur quoi, qu'est-ce que vous préconisez, sachant que, je ne sais pas vous ressentir citer quelque chose, vous allez me dire que ce n'est pas vrai, que la fiscalité sur l'héritage en France est particulièrement en pointe et particulièrement développée. C'est-à-dire qu'on n'est pas un des pays dans lesquels on paye le plus quand on hérite de quelque chose. Qu'est-ce que vous préconisez pour éviter ça? Sauf quand vous êtes l'enfant d'un milliardaire. Et c'est bien ça le problème. Il n'y a pas assez de milliardaires pour qu'il y ait plein d'enfants de milliardaires quand même. Ah bah il y en a quand même pas mal et surtout leur fortune elle est considérable. C'est ça que je disais, c'est qu'on a un problème d'échelle en fait. L'ordre de grandeur échappe quand même très largement, y compris à notre esprit. C'est-à-dire que c'est tellement énorme qu'on a l'impression que c'est juste un peu au-dessus. Et pour vous répondre de manière très précise, oui, il y a une fiscalité de l'héritage progressive, mais justement, elle est régressive pour les plus grosses fortunes. Donc en fait, ceux sur lesquels c'est entre les très et les ultra. Exactement. Pas de faire une réforme globale de tout l'héritage. C'est pas ça. Nous, notre proposition, c'est de s'occuper des super héritages. Donc, on est au-delà de 13 millions d'euros. Donc, ça concerne vraiment très... Voilà, pas grand monde. Le sujet, en deçà de 13 millions, il y a même bien d'autres débats. Et nous, par exemple, à Oxfam, on pense que l'héritage indirect, c'est-à-dire si vous léguez de l'argent parce que vous n'avez pas d'enfants, si vous léguez de l'argent à votre neveu, à votre nièce ou à votre filleule si vous êtes sa marraine, vous ne devriez pas avoir une taxation de 60% comme c'est le cas aujourd'hui. Parce que les familles ont changé, parce que si vous êtes le beau-père d'un enfant que vous avez vu grandir, vous pouvez avoir envie de lui léguer une partie de votre patrimoine comme si c'était votre enfant. Et aujourd'hui, la France, elle privilégie vraiment, et elle protège d'ailleurs, les enfants direct, pas les liens de famille qui se tissent autrement. En revanche, grâce à un dispositif qui s'appelle, ou à cause, le pacte Dutreil, qui visait à prévenir la perte des entreprises françaises, en fait, il a été totalement vidé de toute sa substance et ça sert à transformer des yachts et des œuvres d'art. Alors justement, la ministre des Comptes publics a confirmé tout à l'heure l'intention du gouvernement de sortir, on appelle les biens somptuaires, donc les yachts, les villas. Et qui sont simplement, même si on les loue 2 fois par an, des choses qu'on ça va dans le bon sens de votre point de vue. Exactement. Le problème, c'est la manière dont on va comptabiliser cette détention. Est-ce que les parts de société qui elles-mêmes possèdent ce type de biens vont être prises en compte ou pas? Donc, il faut rentrer dans le détail parce que justement, ce dispositif, au début, c'était de dire l'entreprise de plomberie avec 250 salariés, c'est dommage que les héritiers puissent pas la conserver. C'était ça l'histoire au début. Et du coup, on a fait un dispositif qui, au final, bénéficie bien plus à des gens qui, pour certains d'entre eux, gardent la durée minimale légale, les parts de l'entreprise, et ensuite les vendent, voire ont déjà prévu de les vendre au moment où ils en héritent. Donc ce qu'on veut, c'est remettre de la justice, de la logique, et j'allais dire un peu de raison dans l'envol des inégalités qui est en train d'arriver sous nos yeux en France. Mais la France n'est pas une exception. La France n'est pas une exception, ça arrive partout dans le monde et on voit bien d'ailleurs que ça fragilise d'autres pays, démocratiquement d'autres pays, parce que le niveau de tension sociale qu'il faut subir, supporter ou organiser pour laisser tolérer ce niveau d'inégalité, c'est un danger pour la démocratie. Cécile Duflot, pour réduire les inégalités et pour peser de manière plus générale sur le plan politique, est-ce qu'il vaut mieux être aujourd'hui comme les socialistes dans la négociation avec un Premier ministre de droite ou de centre-droite, ou comme LFI ou les écologistes, dont vous êtes l'ancienne secrétaire nationale et donc j'imagine que vous observez avec attention la stratégie, qui sont dans une stratégie d'opposition. Voilà, la Marine Tondelier a confirmé cet après-midi qu'elle n'était pas du tout sur la ligne socialiste, dont elle a condamné d'ailleurs la naïveté. Pour le coup, comme vous l'avez dit, c'est autrefois que j'avais des fonctions de ce type. Donc, vu la situation et vu mon rôle et le fait que je suis ici devant vous pour présenter un rapport, je ne vais pas essayer de donner des bons points et des mauvais points aux uns aux autres. Non, mais en revanche, je veux dire une chose. C'est de la politique, votre rapport. Oui, justement, je vais dire une chose. Nous, ce qui nous importe, c'est la cohésion et la justice sociale d'un pays. Et pour ça, ça nécessite de prendre en compte tout le monde et de réussir à faire avancer tout le monde ensemble. Et Oxfam fait partie des organisations qui va dialoguer très largement avec tous les acteurs, y compris des gens qui ont des grandes fortunes, avec qui on a eu des échanges.
C'est bien de pouvoir leur parler quand même. On peut Ben oui, pas mais les- parfois, c'est eux qui pourraient ne pas vouloir nous parler. C'est plus souvent ça qui arrive. Et je trouve ça intéressant. Donc, je pense que dans la situation actuelle, et notamment dans la situation actuelle du Parlement, la discussion, elle est quasi obligatoire. Parce que, y compris d'ailleurs ceux qui prônent une dissolution, et même ceux qui espèrent qu'il va y avoir une présidentielle anticipée, personne ne dit qu'on ne se retrouvera pas dans une situation avec un Parlement symétrique ou un peu... Voilà, où Avec les mêmes peut-être que c'est blocages. la fin de la majorité absolue aux ordres du président de la République, et peut-être que c'est une bonne nouvelle aussi, parce qu'on a besoin de respiration démocratique. Globalement, on a l'impression quand même qu'en tant qu'écologiste, vous avez évolué, vous avez changé plutôt, parce qu'évoluer, ça donne l'impression que c'est un signe de quelque chose de positif entre la période où vous étiez au gouvernement avec une pensée assez dure, et maintenant, plus quelque chose qui sort. Mais dur, c'est pas Non, mais méchant. je rigole Qui parce se rapproche de... Je rigole parce que, pardon de vous le dire, Madame Sarkozy, donc, vous étiez plus là, moi aussi, effectivement. politique. C'était il y a 16 ans, 17 ans, Voilà. et c'est une bonne nouvelle d'évoluer. Vous savez, quand vous avez des sportifs qui commencent leur Non, carrière mais sportive c'est et juste- qui terminent après avoir tiré Mais plein de je pénaltys, suis ils sont entièrement meilleurs. là. Je vous dis juste, est-ce que vous avez un sens du compromis qui s'est un peu plus aiguisé et que vous êtes plus sur une ligne qui est on est écolo, mais pas jusqu'à la garde, et si on doit faire ça petit à petit, on le fera petit à petit, c'est tout. Et est-ce que c'est un cheminement intéressant quand on voit surtout que le cheminement, par exemple, de Marine Tondelier, c'est de faire plus de politique que d'écologie. Enfin, de faire d'écologie politique, mais dans laquelle... Cette phrase-là, pardon, je voudrais pas C'est être... une phrase de socialiste. C'est une phrase un peu facile de journaliste. Voilà, Ah de bon, dire c'est- parce que je pense qu'aujourd'hui engager la transition écologique avec les entreprises, avec les Mais habitants, travailler avec eux, les justement, collectivités pas locales. être contre. Oui, non, mais c'est très politique, c'est-à-dire c'est des choix de société. Donc D'accord, mais quand vous comprenez très bien ce que je veux dire. Oui, bah, Quand je je dis comprends. faire plus de politique et tout, c'est-à-dire d'être plus, de considérer Dans qu'une vous alliance parlez de avec la LFI, tactique. que Vous parlez de la c'est plus tactique. intéressant d'être avec LFI Vous parlez de plutôt la qu'avec les tactique. socialistes. Et moi, je fais pas partie des gens qui méprisent la tactique. Quand vous jouez au football, pour ceux qui ont regardé la finale Enfin, de la quand on fait carrière, que ça devient compliqué. exactement. Je pense que la politique, c'est un triangle. Je dis souvent ça, c'est une invention personnelle. Vous avez les valeurs tout en bas, la stratégie au milieu et la tactique tout en haut. Donc, il faut faire de la tactique au service d'une stratégie, mais il faut que cette stratégie, elle s'appuie sur des valeurs. Ça, c'est ma conviction. Pour le coup, elle n'est pas très nouvelle. Est-ce que je me suis adoucie comme vous tendez à penser? Adoucie. Non, c'est pas ça que je dis. En revanche, il se trouve que je suis écologiste depuis presque 25 ans maintenant, active, et qu'on a le droit d'avoir les yeux ouverts sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les échecs, et surtout sur le niveau de tension qui existe aujourd'hui la société. internationalement et dans la société. Et que donc, il y a eu un moment de l'écologie où l'idée c'était de parler de l'effondrement et qu'en parlant de l'effondrement de nos sociétés, on allait faire réagir des gens. Ça, la réalité, c'est que ça ne fonctionne pas. Quand vous avez peur, en fait, vous vous repliez dans le déni ou dans l'immobilisme. Donc je pense qu'il faut réussir à faire bouger tout le monde. Et pour ça, ça veut dire que chacun doit écouter les autres. Et évidemment qu'il y a des choses que je pensais il y a 15 ans, que je pense plus aujourd'hui. J'ai réfléchi, regardé, mais comme tous les gens qui essayent de travailler. Et l'apport d'Oxfam, qui pour moi est essentiel, c'est qu'on présente ce rapport et on partage les mêmes engagements dans tous les pays du monde. Et ça, ça fait beaucoup réfléchir, parce que la société brésilienne, c'est pas la même que la société américaine, qui n'est pas la même que la société italienne ou la société française. Du coup, à l'intérieur de notre propre organisation, on s'oblige à des débats sur le rôle des entreprises qui, moi, m'ont beaucoup nourri. Et oui, c'est sûr, je vais être très franche avec vous, m'ont transformé. Et là, je ne parlerai pas aujourd'hui comme je parlais il y a 16 ans. Et je trouve ça plutôt bien, même si je souriais et je riais parce qu'à l'époque, je faisais partie des gens qu'on accusait d'être ceux qui faisaient des accords, etc. etc. Donc c'est rigolo, la relecture En plus, vous les faisiez, mais vous les gagnez, vos accords. Oui. On ne peut pas dire que ce soit forcément le cas. Parce que moi, ce que j'aime, c'est gagner au sens propre du terme, et je pense que nous devons le faire. Je pense que gagner une société plus juste, gagner la transition écologique, faire ça en emmenant tout notre pays, avec l'histoire de France et notre capacité aussi à être en avance, un peu à l'avant-garde de certains combats, je pense que c'est un chantier, un défi passionnant, et je pense qu'on peut le réussir. Et ça ne se fera pas qu'avec les politiques. Ça, c'est ma conviction Avec la profonde. société civile. Ça sera avec la société civile, ça sera avec les syndicats. J'ai entendu Sibeth Ndiaye dire que parmi ses regrets, elle pensait qu'avoir écrabouillé les corps intermédiaires, mis l'Assemblée nationale au garde à vous et avoir un président tout seul, elle considérait maintenant, avec la liberté de parole qu'elle a, que c'était une erreur. Vous voyez, les gens changent de tous les côtés. Et je pense qu'elle a raison. Je pense que là, entre les années qu'on vient de vivre depuis 2017, qui ont
énormément tendu la société et qui ont montré qu'on n'utilisait plus le rôle des syndicats, notamment, y compris des syndicats d'employeurs, pour pouvoir faire vivre un vrai dialogue, c'était une grosse erreur et qu'il faut réparer ça de toute urgence, ce qui impose que tout le monde en rabatte, et y compris moi, si vous voulez que je vous dise ça. Donc tout le monde, en étant plus à l'écoute des uns et des autres, en essayant de se comprendre, mais d'avancer, en ayant en revanche un cap partagé. Et avec cette expérience que vous avez acquis au fil des années, Cécile Duflot, vous pourriez revenir en politique pour en faire bénéficier le pays? Alors, ce qui est pour le coup, je vais reprendre Madame Sacri, question de qui a dit, journaliste. ce que vous faites à Oxfam, c'est de la politique, on le revendique. J'ai dit La au bon sens du terme. Exactement, avec un grand P, c'est-à-dire d'avoir des valeurs, des convictions, celle d'avoir un pays plus juste socialement et de faire des propositions. Parce que vraiment, notre travail, c'est de faire des propositions. On peut ne pas les partager, on peut les discuter, mais de faire vraiment des propositions. Et est-ce que j'ai envie de continuer à faire des propositions? Est-ce que je suis attachée à ce que mon pays bascule pas vers un scénario que je considère extrêmement grave? La réponse est oui, évidemment oui. En un mot, est-ce que vous croyez à la réunion de la gauche? Je ne sais pas exactement je sais pas ce que ça veut dire. D'accord. Moi, ce que je crois, c'est ce que je veux. Parce que, franchement, ces dernières années, il y en a qui ont mis gauche et droite avec plein de trucs. Et notamment un président qui a dit qu'il était et de gauche et de droite. Et on n'a pas du tout vu où il était de gauche. Merci beaucoup, Cécile Merci à vous. Duflot. Les informer tout de suite, juste après les météos.